Ils sont bien en place, Jonathan Iliboudou et toute son équipe de réalisation. L'équipe du dimanche, toujours le même plaisir de vous retrouver pour 52 minutes d'information et d'analyse. On parlera de politique, de sécurité, d'économie avec la crise des huileries, de sport avec la victoire des étalons sur les zèbres du Botswana. Bonsoir et bienvenue au 7 Info. Le sport, pour ouvrir cette info, la victoire des étalons du Burkina Faso sur les zèbres du Botswana 3-0. C'était hier au stade du 4 août de Ouagadougou, un match comptant pour les éliminatoires de Cameroun 2019. Le 11 national presque au grand complet, avec un retour remarquable de Jonathan Pitrapa, auteur du premier but de la rencontre. Il n'avait plus joué avec l'équipe nationale depuis plus d'un an. Nos équipes sport ont consacré une attention particulière à ce retour gagnant du feu follet des étalons. Éloigné de la sélection depuis la phase des poules de la CAN 2017 à cause d'une blessure, beaucoup de supporters ne le voyaient pas titulaire pour son retour en match officiel avec les étalons. Pourtant, c'est sur lui que Paolo Duarte va porter son choix en association avec Bertrand Traoré et Cyril Bayala pour animer le jeu offensif dans ce match contre le Botswana. Jonathan Pitrapa ne va d'ailleurs pas laisser l'entraîneur et les supporters douter longtemps de ce choix. Dès la 4e minute, il montre le chemin de la victoire à ses coéquipiers sur cette touche exécutée par Bertrand Traoré. Il catapulte le ballon au fond des filets avec ce flair du buteur qu'on lui reproche d'en manquer souvent. Pete marquait ainsi son retour de la plus belle des manières. Disons que ça fait un moment qu'on ne m'a pas vu sur les pelouses du stade du 4 août. Donc il fallait que je montre que je suis toujours présent. Et le plus important, il fallait qu'on gagne ce soir. Donc on l'a prouvé avec 3 buts à 0. Maintenant, c'est à nous de tout faire maintenant pour essayer de faire un résultat surtout au Botswana. Durant la rencontre, il a montré une bonne complicité avec Bertrand Traoré en multipliant les 1-2. Quelquefois rudoyé par la défense adverse, le joueur de Paris FC en 2e division française a également laissé paraître sa maîtrise du jeu balle au pied. C'est pourquoi il est d'ailleurs le chouchou du public. Mais on remarque dans certains de ses gestes techniques une perte d'agilité. La preuve que Pete n'a pas encore retrouvé sa forme légendaire. Remplacé peu après l'heure du jeu, Jonathan Pitrapa prouve une fois de plus au public burkinabé qu'il a encore ce plus à apporter au 11 national avant ses adieux. Et sur ce plateau, le sportif maison, John William Somda, bonsoir. Bonsoir Robin. Il faut le dire, Pitrapa qui signe un retour gagnant, est-ce qu'on peut encore compter avec lui pour la sélection nationale? Est-ce qu'on peut encore compter? Hier, en tout cas, on a compté sur lui parce que c'est lui qui ouvre le score. Mais il faut dire, Rémi Lambert l'a dit, techniquement, il n'y a pas trop de soucis, mais on sent Jonathan Pitrapa à coup de forme. Ce n'est pas encore le Pit, je veux dire, à 100% de ses moyens. Je dirais peut-être 40 à 50%, beaucoup d'approximations techniques. Physiquement, on sent que ce n'est pas encore le vrai Pit, mais on pourra compter sur Pitrapa sur encore peut-être 5, 6, 7 matchs, pourquoi pas, jusqu'à la CAN. Mais après, il faudra commencer à penser, bien entendu, à faire sans Pitrapa. Et après donc l'échec de Nouakchott, on peut dire que c'est un groupe là qui se retrouve, les étalons. Oui, le groupe se retrouve. On a vu certaines bonnes surprises. Patrick Malo qui avait des difficultés à droite, mais hier, je pense qu'il a réalisé ce qui, pour moi, paraît son meilleur match avec les couleurs de l'équipe nationale senior. On a vu Bakary, Koné, Dayo, en tout cas, pas tout à fait serein parce que justement, le Botswana, certes, c'est vrai, à un moment, les Botswana avaient récupéré le ballon, mais ils ne se sont pas montrés pour autant dangereux. On ne peut pas déjà dire que le groupe est retrouvé, mais c'est de bon augure pour la suite parce qu'avec cette victoire, les étalons retrouvent donc la première place du groupe, même s'ils la partagent avec l'Angola et la Mauritanie, mais avec une différence de but nettement favorable. La prochaine journée, mardi prochain, du côté de Francistown, où les étalons donc défieront à nouveau les zèbres. Ils sont d'ailleurs arrivés oui, ils sont arrivés aujourd'hui sur le coup de 3h30, excusez, 3h30 temps universel, mais je pense qu'il devait être 4h30 du côté de Gaborone. En tout cas, tout a été
mis en place pour que les Étalons retrouvent rapidement leur hôtel, a-t-on appris de la part de sources proches de la Fédération burkinabé de football. L'accueil aurait été très bien. Les Botswanais, en tout cas, très accueillants, qui ont permis, bien entendu, des facilités pour l'obtention du visa sur place. Mais mardi prochain, ça sera tout autre sur la pelouse de Frontisane. Peut-être qu'après, on retrouvera les bonnes amitiés. Mais pour l'instant, en tout cas, on espère que ce match va bien se dérouler parce qu'au même moment, du côté de Nouakchott, la Mauritanie accueille donc l'Angola. Les trois équipes ont 6 points. En cas de victoire, le Botswana sera définitivement éliminé et les Étalons feront un pas de plus parce que ce qu'il faut signifier, tous les deuxièmes ne sont pas qualifiés. Tous les deuxièmes ne sont pas qualifiés parce que cela dépend beaucoup du groupe. Tous les deuxièmes ne sont pas qualifiés. Tous les deuxièmes ne seront pas qualifiés. Cela dépend si le Cameroun, dans son groupe, par exemple, finit premier. Seul le deuxième du groupe du Cameroun sera qualifié. Il y a un deuxième qui va sauter. Donc, il faut donc porter il faut être premier dans son groupe. Il faut être sûr d'être au Cameroun. Et ce qui est intéressant dans ce groupe, on pourrait se retrouver après la 4e journée avec 2 équipes à 9 points et une à 6 points. Et là, donc, il n'y a plus de place pour les erreurs, comme on a vu à Nouakchott. Mais là, on voit qu'à travers ce match, 3-0, c'est peut-être l'équipe botswanaise qui n'est pas à la hauteur. Mais on sent qu'il y a cette envie du jeu au ballon qui est là, avec un coaching aussi de l'entraîneur, il faut le souligner quelque part, qui est gagnant. Oui, c'est vrai. Quand on voit les 3 buts inscrits par les Étalons, on se demande bien ce que les Botswanais étaient venus faire à Ouaga. Sur le premier, le gardien n'est pas exempt de tout reproche. Il anticipe un peu trop tôt l'action de Putrapan en se disant qu'il va centrer. Ensuite, sur le coup franc de Banou Diawara, quand on a un coup franc de ce type à 20 mètres de ses buts, qu'on met 2 joueurs dans le mur, je ne sais pas à quoi on pense. Et ensuite, sur le coup franc de Razak Traoré, c'est pratiquement, excusez du terme, la même bêtise que le gardien est commun. Et ce qui est encore plus drôle, il plonge quelques secondes seulement après que le ballon passe la ligne de but. Non, je pense que cette équipe du Botswana ne m'a pas montré grand-chose, quand bien même, il faut se dire, c'est peut-être un match à l'extérieur. Les Étalons ont montré quelques défaillances, mais dans l'ensemble, c'est un match maîtrisé. Quand on marque très tôt, dès la 4e minute, il n'y a pas de raison valable encore de continuer à apprécier à outrance ce qu'ils ont bien su faire. Pour revenir au coaching, il faut dire qu'après, Duarte, il sort Charles Kaboré pour le faire reposer parce qu'il y a un match retour. Charles a un carton jaune avant ce match. Après, sortir plus 3 pas, après sortir... On aurait pu s'attendre à Alain Traoré en début de rencontre aussi. Oui, Alain Traoré en début de rencontre, mais Duarte l'avait dit en conférence de presse, une conférence de presse du reste que les gens ont suivi sur BF1. Il va jouer pour gagner, il va mettre l'équipe la plus offensive possible avec Banou en pointe, même si on peut dire que Banou... Jouer pour marquer beaucoup, 3-0, peut-être au Botswana, il faudra en faire autant parce que ça va compter aussi, le goal. Ça va compter, mais 1-0 Botswana, moi je suis preneur. D'accord. Merci William. Merci toi, merci. Et demain pour plus de détails à Sportem. Plus de thèmes à Sportem avec donc Luc Pakbelgem et Madi Zongo, bien entendu. Demain, vous aurez donc le résumé du match et aussi les notes des étalons. Tout à fait. Merci. La suite de cette info, le MBDHP, le mouvement burkinabé des droits de l'homme et des peuples, et bien d'autres organisations de la société civile annoncent une marche-meeting le 31 octobre prochain pour marquer le 4e anniversaire de l'insurrection populaire de 2014. Justice pour les martyrs, sécurité, emploi, droit au logement, voici des préoccupations sur lesquelles les OSC attendent toujours le pouvoir en place. Les 30 et 31 octobre 2018, le Burkina Faso commémore l'insurrection populaire survenue en 2014. Ces jours, des milliers de Burkinabés étaient descendus dans la rue, s'en sont suivis le départ du régime Blaise Compaoré et 34 fils tombés. Qualifiés alors par certains comme une œuvre démocratique, patriotique et héroïque, et par d'autres comme une erreur, l'insurrection populaire rappelle non seulement des souvenirs, mais aussi la détermination d'un peuple. Engagé aux côtés d'autres organisations de la société civile en son temps pour cette étape historique de la vie du Burkina, le MBDHP, le mouvement burkinabé des droits de l'homme et du peuple, veut marquer ce 4e anniversaire d'une pierre blanche. Nos organisations invitent les populations du Kadiogo et environnants à participer massivement à une marche suivie d'un meeting le mercredi 31 octobre 2018 à partir de 9 h à la place de la Nation pour exiger justice pour tous les martyrs de l'insurrection populaire d'octobre 2014 et de la résistance victorieuse au putsch de septembre 2015. C'est le lieu de rappeler à la justice. C'est le lieu de rappeler à la justice
que le peuple reste attentif quant à l'issue du procès des putschistes en cours et qu'il ne tolérera jamais un dénouement arrangé au nom d'une quelconque réconciliation nationale, au mépris de la justice, au profit des clans mafieux qui gèrent notre pays depuis plus de 30 ans. C'est une coalition d'OSC dont le MBDHP, la CCVC, la CGTB, l'ABC F16, la CADEL, la CDAIP, l'ODJ, l'UGEB et l'AESO qui appellent au rassemblement pour la réussite de la marche-meeting prévue. Plus qu'une victoire d'étape, l'insurrection populaire constitue une victoire salutaire, pleine d'enseignements et porteuse d'espoir. Elle inspira en effet les actions de résistance victorieuses de septembre 2015 contre le coup d'État de l'ex-RSP et finit de convaincre que seuls les peuples conscients en lutte parviennent à obtenir leur libération sociale et politique, condition sine qua non de leur émancipation et de la consécration effective et pérenne de leur bonheur. La commémoration de l'insurrection populaire de 2014 se fait dans un contexte où l'espoir d'un changement en faveur du peuple demeure obstrué par une gouvernance caractérisée par le tâtonnement, une navigation à vue et une incapacité notoire à trouver des solutions idoines aux préoccupations pressantes du peuple, conclut le MBDHP et ses fidèles lieutenants à cette conférence de presse. Une marche-meeting le 31 octobre prochain, donc pour demander justice pour les martyrs de l'insurrection populaire. Et il y a cette marche organisée cette semaine pour soutenir les FDS, les forces de défense et de sécurité. Une marche initiée par des femmes. Des milliers de femmes dans les rues de Ouagadougou ce 11 octobre. Tout de blanc vêtues pour la plupart d'entre elles. C'est avec un cœur meurtri qu'elles sont venues dire non au terrorisme. Nous sommes sortis ce soir pour soutenir les forces de défense et de sécurité. Voilà, et c'est nos frères, nos petits frères et en même temps nos époux qui sont en train de tomber sur les fronts. Et pour cela, nous avons décidé de sortir et crier notre cri de désespoir, notre cri qui nous fait mal au cœur. Et nous demandons aux premières autorités de faire quelque chose parce que nous en avons marre de voir nos frères tomber. Non, c'est juste pour encourager et soutenir les forces de l'ordre, les FDS, juste pour les soutenir. À la place de la nation où elles ont convergé, c'est une autre cérémonie qui a lieu. Devant la première dame et le médiateur du Faso, des associations féminines et religieuses vont faire des prières en faveur du Burkina Faso en général et des forces de sécurité en particulier. On est sorti pour marcher et dénoncer le terrorisme. Non, non et non. Plusieurs non au terrorisme au Burkina Faso. Le terrorisme n'a rien à voir avec la religion musulmane. La religion musulmane même lutte contre ça. Il n'y a aucun musulman même qui peut dire qu'il faut tuer quelqu'un. Toutes les religions musulmanes sont contre ça. À travers cette marche, nous voulons mettre fin à ce terrorisme. Nous voulons que nos autorités prennent sur bras le corps cette situation et que cette barbarie soit anéantie. Selon les initiatrices de ce mouvement, d'autres marches sont prévues à l'intérieur du pays avec toujours le même objectif, dire non au terrorisme. Invité de cette info, deuxième invité, Siaka Koulibaly, analyste politique. Bonsoir. Bonsoir. Alors, vous l'avez vu, hein, cette marche contre le terrorisme organisée par des femmes, avec en tête la première dame, l'épouse du chef de l'État, Sika Kabori, et puis le médiateur du Faso, Saran Sireme. Une autre marche s'est tenue à Manga, et une autre aujourd'hui du côté de Bobo Dioulasso. Là, c'est une mobilisation là qui se généralise autour de cette question, autour des forces de défense et de sécurité. Oui, tout à fait. Moi, j'ai tendance à considérer que la marche des femmes vient juste compléter celle que l'opposition a tenue il y a 2 semaines de cela, et que nous sommes dans le même registre de langage, à savoir les citoyens qui n'ont pas la décision, qui n'ont pas les leviers du commandement,
s'adresse à ceux qui détiennent ces leviers, à savoir le gouvernement, à savoir le président du Faso, par rapport aux réponses qui doivent être apportées à la question du terrorisme. Et les marches ne font que donner une variation des formes de cette marche-là, avec l'opposition qui donne un message beaucoup plus politique, avec des objectifs politiques comme la demande de changement de responsables à la défense et à la sécurité, et les femmes qui en appellent donc à la mobilisation donc, des forces de défense et de sécurité, au soutien à ces forces de défense et de sécurité, mais aussi à Dieu, parce qu'on a vu également des prières qui ont été faites pour que le Burkina Faso soit épargné de ce phénomène du terrorisme-là. Alors, une mobilisation générale donc, autour de cette question, qui repose cette question. Justement, lorsque l'opposition avait lancé son mouvement, on a vu effectivement du côté du pouvoir des leaders sortir pour dire que bon, le moment n'était pas opportun pour organiser des marches-meetings. Je pense que de toute façon, les hommes politiques sont obligés de faire leur travail, de jouer leur rôle, en disant que l'opposition, disons, était mal inspirée de programmer cette marche-là. Mais tout le monde sait très bien qu'aujourd'hui, la psychose est telle que chacun agit dans son registre. Ceux qui n'ont pas les décisions, qui n'ont pas voix au chapitre, s'expriment pour crier le haut-là, donner l'alerte, afin que les décideurs se mobilisent et qu'une réponse appropriée soit apportée. Donc je ne vois même pas en quoi cette marche aurait pu avoir un caractère inopportun, dans la mesure où l'opposition et aussi les femmes, moi je prends les choses de la même manière, et ces acteurs-là interpellent l'autorité qui a la responsabilité de la situation. Donc personne ne dit, voilà, nous allons monter au front, nous allons prendre les armes ou des choses comme ça, mais ils interpellent qui de droit afin qu'une réponse appropriée soit apportée. Et là-dessus, je crois qu'il y aura une variété d'acteurs qui vont s'exprimer. Je sais qu'il y a une autre... C'est jeune d'ailleurs au niveau du monument aux héros nationaux. Exactement. Donc, une variété d'acteurs s'expriment, chacun à sa façon, sur le même sujet et avec la même préoccupation, à savoir que maintenant, comme l'a dit une des manifestantes là, il y en a marre maintenant, il faut qu'une réponse normale soit apportée à cette situation-là. La solution de l'état d'urgence, par exemple, a été soulevée au cours de cette manifestation, voilà, exactement. Notamment à travers le médiateur du Faso. C'est ça. Chaque acteur, comme je l'ai dit, s'insère dans son rôle, dans son créneau et exprime des solutions qu'il propose à l'acteur principal, qui est le chef de l'État et son gouvernement. Donc là-dessus, l'état d'urgence, quand c'est annoncé comme ça, c'est vrai que ce n'est pas très compréhensible pour le citoyen lambda, mais cela signifie que le gouvernement doit étudier la question de l'état d'urgence. Si nous devons adopter l'état d'urgence au Burkina Faso, quelle en sera la forme, quels seront les contours, quel sera le contenu de cet état d'urgence-là? Parce que l'état d'urgence est une mesure générale, mais il y a un contenu à lui apporter, et ce contenu dépend du travail des institutions chargées donc, de faire la réponse au terrorisme. Et en ce moment, les forces de défense et de sécurité vont dire, bon, pour le moment, voilà les mesures que nous préconisons, qui peuvent s'insérer dans le cadre de l'état d'urgence et être une solution à ces phénomènes du terrorisme au Burkina Faso. En tout cas, la mobilisation donc, qui se généralise, que ce soit dans la majorité ou dans l'opposition au niveau de la société civile, autour de cette question qui devient donc de plus en plus inquiétante. Et donc, toutes ces énergies, toutes ces mobilisations concourent vers le même objectif, amener les autorités à prendre les décisions qui s'imposent dans le cadre de cette lutte. Tout à fait. La suite de cette info, une semaine d'actualité, c'est aussi l'installation officielle du nouveau bâtonnier de l'Ordre des avocats. Maître Paulin Marcelin Salambéré a pris fonction ce 12 octobre. Formation, respect de la déontologie, amélioration des conditions d'exercice de la profession. Les défis qui l'attendent durant les 3 ans de mandat sont nombreux. C'est connu, le rôle du bâtonnier est sans ambages. Il est le porte-parole de tous les avocats du Burkina. Il est l'arbitre des litiges, conciliateur, désigne les avocats commis d'office et est garant de la discipline au sein de la profession. Mais pour réussir son mandat de 3 ans à la tête du barreau, Maître Paulin Marcelin Salambéré doit aller au-delà de ses rôles institutionnels, tant les défis sont énormes. En recevant le bâton ce matin devant le Gotha du monde judiciaire, politique et coutumier, le nouveau patron de l'Ordre des avocats et ses pairs en sont bien conscients.
première adversité à vaincre, la pression venant du pouvoir en place. Que les gens de pouvoir ne comprennent pas ce que vous êtes dans votre essence. L'indépendance est pour eux une notion inconnue. Soit vous êtes avec eux, soit vous êtes contre eux. C'est comme ça. Là aussi, vous devrez marcher droit, rester libre et indépendant. Et cette liberté implique également l'exercice de la profession dans un environnement favorable. Mais malheureusement, la collaboration avocat-magistrat n'est pas toujours aisée. Certaines pratiques, c'est vrai, qui peuvent être justifiées pour les magistrats, mais qui impactent négativement dans le vécu des avocats. Nous allons conférer avec les magistrats pour trouver une solution. Les 12 membres du nouveau conseil de l'ordre installé ce 12 octobre veulent aussi réparer les incohérences entre les textes nationaux et supranationaux dans l'exercice de leur profession. Avec le règlement 5 UEMOA qui est rentré en vigueur, il nous faut adapter nos textes internes parce qu'il y a des contradictions. Dans les pays environnants, les avocats qui sont admis au CAPA passent 3 ans de stage avant de sortir comme avocat. Avec nos textes, ils passent actuellement 4 ans. Il faudrait qu'on essaie de régler ce problème au plus tôt et également d'être regardant sur l'accès à la profession pour le respect des textes. Dans les maisons d'arrêt et de correction, les avocats ne disposent pas de cadre adéquat pour rencontrer leurs clients dans la confidentialité. Changer cette donne est l'autre combat du nouveau bâtonnier. Maître Poulet Marcellin Salambiri a 51 ans et est inscrit au tableau de l'ordre des avocats du Burkina depuis 1997. Ancien secrétaire de l'ordre des avocats, ancien président de l'Union des jeunes avocats du Burkina, Maître Salambiri est actuellement avocat associé à la Société civile professionnelle d'avocats Ouattara Sori et Salambiri. Je veux une photo avec... Cheikh Koulibaly, Maître Salambiri donc qui prend officiellement fonction, il aura d'ailleurs à réconcilier déjà un ordre, l'ordre même avec lui-même déjà, ça c'est eu égard à toutes ces tensions qu'il y a eu sur ces grands dossiers judiciaires du moment. On a vu qu'entre avocats, les choses n'ont pas toujours été faciles. Oui, tout à fait. C'est une responsabilité importante qui échoue à Maître Salambiri ici, de jouer à la fois un rôle d'harmonie au sein donc, de la profession d'avocat. Il a dit lui-même, il a évoqué certaines incohérences avec le contexte régional de l'UEMOA, où il va falloir faire un travail d'harmonisation, mais aussi il faut apaiser les tensions qui existent au sein donc, de la profession d'avocat entre les différents, je ne dirais pas courants parce que c'est difficile à concevoir, mais à l'occasion de plusieurs affaires, et on a pu voir donc un certain nombre de tensions entre différents avocats. Et là, il va falloir qu'il déploie ici des qualités de leadership afin d'arriver à atténuer ces dissensions et permettre que l'ordre fonctionne de façon beaucoup plus harmonieuse. Il y a aussi le défi de soutien à la justice dont le Burkina Faso a besoin, qui accorde aussi un rôle particulier aux avocats, qui accompagnent donc les autres acteurs de la justice et pour que nous ayons une justice totalement efficace dans notre pays. Et il y a les magistrats en face d'eux, mais là-dessus, il va falloir que les avocats jouent un rôle important. Parce que, comme je l'ai dit aussi à un certain nombre d'occasions, quand on veut atteindre l'indépendance de la magistrature, l'indépendance du juge, c'est le rôle des organisations de justice qui est en première ligne. Chaque fois qu'un des acteurs est en difficulté par rapport à son indépendance, il faut que les autres organisations viennent en soutien, de sorte que les prédateurs de l'indépendance de la justice soient mis en recul. Tant qu'on va laisser l'individu seul, un magistrat par exemple, en but donc aux injonctions du gouvernement ou des forces politiques partisanes, il va être difficile pour lui de résister. Mais s'il y a les organisations de la justice, dans les autres pays, on le voit, chaque fois qu'il y a une atteinte à la justice ou à la profession du magistrat ou même d'avocat, on voit que toutes
les professions se mettent ensemble. Les corps de métier se mettent ensemble. Voilà, se mettent ensemble pour soutenir le principe. Pas un individu, mais le principe. De sorte qu'il est difficile pour les autres acteurs d'attaquer cette profession-là. Alors qu'on a vu que chez nous, de plus en plus, la tendance est à la division au sein même du corps judiciaire. Sur le dossier de Pouche, par exemple, on a vu par moments toute la difficulté qu'on a eue avec ces avocats qui se sont déportés. Oui. Parfois, le bâtonnier a, par moments, eu quelques difficultés même dans le discours. C'est pas évident tout ça. Il faut revoir. D'autant plus qu'il y a un ancien bâtonnier qui est enrôlé dans le procès, Maître Mamadou Traoré, est un des accusés. Donc cela entraîne forcément des dissensions entre les avocats. Mais je voudrais considérer que les difficultés entre les avocats à l'occasion des affaires, à mon avis, ne sont pas définitives. Elles vont se régler avec le temps parce que sur d'autres affaires, les mêmes qui s'étaient opposés vont se retrouver en train de travailler pour le même client. Donc je pense que ça, ce n'est pas forcément un gros problème. Ce qui l'est plus, c'est comment la profession va se positionner dans le système judiciaire et faire avancer ce système-là. Et là, il va falloir que le leadership du bâtonnier soit assez solide pour permettre donc de ramener les gens autour donc de l'essentiel, autour des intérêts de la profession, afin que cette profession soit sauvegardée. Autre sujet dans l'actualité judiciaire de la semaine, c'est aussi du côté de Paris, notamment avec le dossier François Compaoré, où on a vu que ces avocats veulent qu'ils entendent porter plainte contre un juge burkinabé justement pour falsification de pièces. Oui. Donc on le voit après l'audience dernière, les avocats de François Compaoré contre-attaquent et portent atteinte à l'intégrité donc du système judiciaire burkinabé à travers le juge Zerbo en disant qu'il y a eu manipulation des pièces qui existaient déjà dans le dossier. Et là, ça met en évidence les lacunes donc, de notre système judiciaire, comme on le dit très souvent. On se demande comment un dossier qui a été déjà jugé, ça veut dire que les pièces étaient déjà disponibles, et que ces pièces ont été portées à la connaissance du juge français et que de nouvelles pièces apparaissent qui contredisent celles qui étaient déjà dans le dossier. Ça donne déjà un doute, d'où la perspicacité de l'avocat de François Compaoré d'essayer de voir l'authenticité des pièces en question. Et c'est une affaire concrète dans l'affaire qui pourrait bien sûr. Jouer sur l'issue justement. Mais bien entendu, s'il est avéré que la pièce a été traficotée, mais toute l'attaque que l'État burkinabé porte contre M. François Compaoré va tomber et l'objectif de l'expatrier ne pourra pas être atteint. Parce que justement, c'est ça qui met de l'eau au moulin de la défense de M. Compaoré en disant nous avons bien dit que c'était une affaire politique, voilà pour atteindre les objectifs, les actes que les adversaires de M. Compaoré sont en train de faire et pour pouvoir atteindre leurs objectifs. Mais encore, il faudrait attendre que l'expertise soit faite par le juge et découvrir qu'effectivement il y aurait eu manipulation donc, des pièces. Donc, pour cela, il faut encore attendre de voir quels seront les résultats. On attendra donc de voir la suite de ce dossier. La rencontre entre des responsables de l'Union pour le progrès, le changement et le président de la Commission électorale nationale indépendante, CENI, censé résoudre la crise qui les oppose, n'aura visiblement pas atteint les effets escomptés. Le parti du Lion campe sur sa position. Les griefs portés contre Newton Ahmed Bari ont été réaffirmés cette semaine. C'est peut-être par devoir de courtoisie que le deuxième vice-président de l'UPC s'est senti obligé de faire cette déclaration suite à la rencontre avec le président de la CENI le mardi dernier. Dans les discussions, la lumière jaillit toujours. Et au stade où on en est, je pense que nous sommes arrivés à nous comprendre sur toutes les questions qui avaient été évoquées. Et nous sortons de cette salle rassurés. Rassuré, pas tant que ça, le parti du Lion revient sur ses mots ce 11 octobre. L'actuel président de la Commission électorale nationale indépendante, un danger pour la démocratie burkinabé, la position de l'UPC n'a pas trop varié. Dans notre déclaration, nous avions dit qu'il était considéré comme un danger pour la démocratie. Nous avons expliqué en quoi est-ce que nous avions dit ça. Et lui également, il nous a expliqué comment est-ce qu'il faisait les choses. Mais naturellement, quand on dit... ce n'est pas parce que vous avez compris quelque chose que vous êtes d'accord avec la chose.
Je pense que c'est ça qui a un peu fait le défaut. Quand on dit on s'est compris, bon, pour les gens, vous êtes compris, ça veut dire que vous êtes d'accord. Non, vous expliquez quelque chose, j'ai compris ce que vous aviez dit, mais je ne suis pas forcément d'accord. Ils ne sont pas d'accord et le désaccord, il concerne le code électoral. Et c'est sans surprise que tout ce qui peut en découler comme proposition soit rejeté en bloc par le principal parti d'opposition. Ainsi, la plateforme d'enrôlement proposée par le président de la CENI est vouée aux gémonies. Au nom de l'indépendance de la structure que M. Newton Ahmed dirige, il ne revient pas, au nom de la neutralité qu'il doit observer, qu'une plateforme vienne de lui. Parce qu'il ne revient pas à la CENI de proposer ce genre de choses. En réalité, c'est la fraude électronique qui est redoutée avec cet arrimage CENI-ONI, l'Office national d'identification. L'enrôlement via les SMS et les appels téléphoniques ne présage pas un processus électoral fiable selon l'UPC. On lui remet sa carte, physiquement on sait que c'est lui. Mais rester au bout du fil, n'importe quel kidam peut rester au loin et prendre le téléphone et répondre au nom de l'autre. Et qui nous dit que tout le monde sera saisi? Autant de questions que nous avons discutées avec lui. La proposition de cette plateforme. Personne n'est dupe pour qu'on n'ait pas comprendre que les élections, de façon générale, les fraudes se passent de façon électronique. Et c'est ce danger que nous avons senti et nous l'avons relevé tout en sa présence. Une conférence de presse aux allures de compte-rendu de la rencontre avec le président de la CENI qui montre à souhait que la crise entre les deux entités est loin d'être dénouée. Voilà. La Côte d'Ivoire, où 6 millions d'électeurs sont appelés aux urnes hier, 22 000 candidats sont en lice pour ces élections locales, des élections TES, RHDP, PDCI, RDA, Pro-Sorodium, chacun entend prouver sa force de frappe avant la présidentielle de 2020. Les Ivoiriens nerveux. Alors, la Côte d'Ivoire, donc, déjà, le Burkina qui prépare ses élections avec tout ce qu'il y a comme tension autour de la Commission électorale nationale indépendante en ce moment. Du côté de la Côte d'Ivoire, on a voté hier pour les élections locales. Et là, c'est véritablement un test pour les principaux partis avec cette crise au RHDP où le PDCI-RDA s'est retiré. C'est l'occasion là de montrer que qui mobilise finalement en Côte d'Ivoire aujourd'hui, qui est le principal parti, c'est bien ça l'enjeu. Oui, tout à fait. Les enjeux étaient nombreux. Il faut dire qu'en Côte d'Ivoire, il y avait déjà des débats sur la configuration de la CEI. L'opposition trouvait qu'il y avait une prédominance des partis du pouvoir au sein de la commission. Donc ça a été un premier niveau donc, de contestation entre l'opposition et le pouvoir. Et ensuite, il y a que, à l'élection d'hier, il y avait des enjeux qui dépassent des élections locales, à savoir que c'est le test préfigurant le combat politique de 2020, avec les entourloupes qu'on vient de voir entre le PDCI et le RHDP, et qui devait donner donc le rapport de force politique à partir des élections locales d'hier. Et là-dessus, les premières tendances qu'on a pu obtenir, on a vu que le PDCI s'est retiré donc, de la coalition avec le RDR, au sein donc, du RHDP, et a présenté des candidats PDCI contre ceux du RHDP. Et dans la plupart des localités qui étaient traditionnellement PDCI, ils ont maintenu leur dominance contre des éléments du RDR ou RHDP, parce que c'est ça qu'il faut dire. Et vous avez les grandes villes comme Grand Bassam, où le candidat PDCI a remporté contre celui du RDR, et d'autres également, où, en fait, les globalement... Comme Cocody. Voilà, exactement. Mais il faut aussi retenir dans cette élection la violence assez importante qui a eu lieu, avec même des morts d'hommes, et aussi des casses d'urnes. Je crois que la CEI a même porté plainte contre des acteurs qui ont brisé les urnes. Donc c'est un élément important à retenir
en vue de 2020 où on va avoir une élection avec beaucoup plus d'enjeux. Beaucoup plus de tensions. Les enjeux sont à plusieurs niveaux. Autour des candidatures d'abord, parce que là, on ne sait pas si Alassane Dramane Ouattara, à la faveur de la nouvelle constitution adoptée, va se représenter. Et à l'issue justement de ces élections locales, voilà. On voit déjà la configuration du rapport de force entre les différents partis politiques en Côte d'Ivoire. Donc il y a la candidature qui va être un enjeu, et il y a l'élection elle-même qui va être aussi un enjeu en fonction des candidats qui seront présents. S'il s'agit d'Alassane Ouattara et d'autres, et comme on le pressent éventuellement la candidature de Guillaume Soro, président de l'Assemblée nationale, donc les enjeux vont être focalisés autour donc, de cette lutte fratricide, puisqu'il s'agit des gens qui sont du même moule, ou est-ce que l'un va se coaliser à l'autre afin donc de faire face au candidat de l'autre camp, éventuellement à Finguessan ou Mamadou Koulibaly. Sans jouer, même Arikona Bédié n'exclut pas, c'est pas exclu. Oui, c'est pas exclu effectivement, puisque la nouvelle constitution a levé les limitations d'âge pour se présenter à l'élection présidentielle. C'est pas exclu que le président Bédié, en vue donc de pallier probablement au manque d'envergure de ses lieutenants, pourrait lui-même se présenter à l'élection présidentielle afin donc de faire le maximum de voix, notamment au premier tour, et éventuellement après voir comment ils vont manœuvrer pour la suite. Et là, effectivement, il y a effectivement la place des pro-Soro dans ces élections locales. Ça va être déterminant aussi de savoir comment ils se comportent justement par rapport aux perspectives. On verra à la fin donc, de l'élection, avec les résultats définitifs, quelle est la configuration de la Côte d'Ivoire en termes de répartition des postes, de répartition des collectivités entre les différents pôles politiques qui existent dans ces pays-là. On a vu déjà avec le point d'achoppement à Bobo, une des communes de la ville d'Abidjan, où le ministre de la Défense, Ahmed Barayoko, était candidat, alors qu'il est originaire de Séguéla, au nord-ouest de la Côte d'Ivoire. Qu'il a d'ailleurs gagné. Hein, qu'il a gagné, donc contre un des caciques du camp donc, de Guillaume Soro, Tefour Kone, qui est lui originaire et député de Abobo. Donc, on sent déjà quelles pourraient être donc, les joutes électorales pour 2020 à partir de ces élections locales qui se sont déroulées hier. Déterminant. Donc, on attendra de voir la suite, les résultats, comme vous l'avez dit, définitifs pour se prononcer sur cette nouvelle configuration de la scène politique là, qui se dessine maintenant. Tout à fait. Mais d'ici 2020, je crois que les élections locales qui ont eu lieu vont également servir de cadre à la lutte politique qui va avoir lieu d'ici 2020. Donc c'était important pour les uns et les autres de se positionner, d'où cette tension à Bobo, parce que c'est traditionnellement un fief supposé des pro-Soro. Et là, on a vu qu'un des camps, notamment Ahmed Barayoko, qui pourrait être un candidat éventuellement, au cas où Alassane Dramane Ouattara ne se présentait pas, déjà cherche à équilibrer donc, les choses en prenant position dans cette place forte-là du soroïsme. Et la première leçon, en attendant les résultats définitifs, c'est que déjà, malgré le bruit, hein, le retrait de quelques lieutenants du président Arikona Bédié, comme la Djoumani, et qui ont rejoint l'autre camp, on sent que le PDCI reste un parti stable quand même, hein, un parti solide. Tous les fiefs traditionnels du PDCI ont été conservés. Donc cela signifie qu'il faudrait compter avec le PDCI. Et dans les arrangements qui vont avoir lieu en vue de la présidentielle, quels que soient les bruits qui ont lieu actuellement, je pense que ces vieux partis, avec les réflexes politiques qu'ils ont, vont très certainement chercher encore à composer afin donc d'avoir à la fin la victoire finale. Parce que c'est ça qui est important chez les politiciens, c'est quand même de gagner. Ils ne vont pas faire une bruit qui va faire perdre les deux, donc ils vont essayer de voir comment ils vont harmoniser. Et s'il n'y a pas de possibilité, très probablement le PDCI va tenter d'autres rapprochements afin donc de se donner les meilleures chances de gagner. Avec le FPI par exemple. Probablement, c'est tout à fait possible. Il y a aussi des forces, les pro-Soro. Exactement, les pro-Soro ou d'autres forces mineures, ceux j'oublie encore le nom du ministre de l'Est du pays. Donc il y a d'autres forces, d'autres forces qui peuvent également être des faiseurs de roi dans cette élection avec des gros enjeux en Côte d'Ivoire. On attendra donc de voir. Merci donc Siaka Koulibaly d'être passé dans cette info ce soir.
La suite, ça sera l'économie, la crise dans le secteur des huileries où en sommes-nous avec les discussions pour écouler le stock d'invendus des huiles produites sur place et quelles sont les mesures qui seront prises pour lutter contre les importations frauduleuses. Une question que la rédaction du BF1 a traitée cette semaine dans la chronique économie, l'élément. Et ensuite, on sera avec le docteur Daouda Zouré pour en parler. Dans la crise qui secoue le secteur des huileries au Burkina Faso, les concertations engagées par le gouvernement ont abouti à des issues, dont le rachat des stocks invendus des huiles par les importateurs. Les pourparlers se poursuivent avec à la clé les modalités d'enlèvement. À ce jour, selon l'économiste du Faso, ce sont 17 grands commerçants qui sont dans la dynamique du rachat des stocks. Les commerçants, les importateurs, parce qu'en réalité c'est eux les importateurs, rachètent. C'est une façon de contribuer à la résolution de la crise parce qu'ils sont une partie du problème. Parce que c'est parce qu'ils importent un peu beaucoup et que le produit, voilà ce qui conduit à ce que le produit local n'arrive pas à avoir un marché. Le rachat des stocks à lui seul ne saurait décanter la situation. Les acteurs en sont conscients et parmi les solutions structurelles envisagées, la lutte contre l'importation frauduleuse dans le domaine. Elle paraît comme la plus pressante afin de parer au coût de la mévente. C'est tout le sens des exigences des importateurs vis-à-vis du gouvernement. Et dans cette importation, il y a de l'importation frauduleuse qui fait que les gens vendent à des prix défiant toute concurrence et c'est pas dans l'intérêt des unités de production. Vous savez qu'un pays ne se développe que s'il transforme sa production localement, qu'il ajoute une plus-value à cette production. C'est ce que les unités industrielles essaient de faire. Donc ils créent de l'emploi, ils transforment la ressource localement, ils construisent des infrastructures. Structurés en réseau des importateurs, les commerçants dans leur mémorandum ont souhaité également que les autorisations spéciales d'importation ne soient délivrées qu'aux seuls membres du réseau. L'État n'y serait pas contre, nous apprend l'hebdomadaire économique, qui souligne pourtant que cette manière de faire peut aller à l'encontre des textes en vigueur, qui sont contre le système de monopole. Les discussions se poursuivent dans tous les cas sur ce volet, tout comme dans l'aspect assainissement des procédures douanières. C'est-à-dire que même l'huile importée, on estime que l'huile importée est importée à trop bas prix, est dédouanée à trop bas prix, ce qui fait que de toutes les façons, si ces deux huiles se retrouvent sur le marché, le commerçant ou les revendeurs ont tendance à vendre l'huile locale qui est moins chère que notre huile, ce qui, d'un autre côté, bon, peut être anticoncurrentiel parce que ça veut dire que c'est de l'huile qui, d'une certaine façon, est subventionnée. Dans la même logique, les importateurs et les producteurs conviennent qu'il faut une application stricte de la TVA sur les huiles alimentaires en vente sur l'ensemble du territoire. Et voilà donc, troisième invité de cette info, le docteur Daouda Zouré. Il est économiste, auteur d'un livre sur la modernisation du cadre budgétaire des pays de l'UEMOA. Bonsoir. Merci de répondre à notre invitation. Et vous l'avez vu, ce sujet, cette question de mévente au niveau de nos unités locales. Il y a notamment le sucre, mais là, l'élément nous montre là le cas des huileries où les patrons se plaignent de mévente et de concurrence justement de l'huile importée. Ça cause un véritable problème et c'est là un défi. Et vous en parlez d'ailleurs dans votre livre. Effectivement, bon, c'est un sujet que j'ai abordé dans mon livre. Dans le cadre de l'UEMOA et précisément au Burkina Faso, où en fait les industriels, disons chaque année, alertent le gouvernement sur la concurrence déloyale des importateurs et des produits qui rentrent par la fraude pour faire une concurrence déloyale par rapport aux produits fabriqués par nos industriels. En fait, je pense qu'en fait, dans nos pays jusqu'à présent, il n'y a pas cette vision en matière de création d'emplois et en fait de politique économique dans son ensemble.
En fait, pour moi, le problème ne devait même pas se poser dans la mesure où, pour un pays, importer, c'est s'appauvrir. Or, les industries créent la valeur ajoutée. On est dans un cadre sous-régional. Vous avez travaillé pour ces institutions-là. Vous avez travaillé pour la Banque mondiale. Vous avez été consultant pour la Banque africaine de développement. On est dans un cadre sous-régional. Mais ça n'empêche... Non. L'économie ouverte. L'économie ouverte n'empêche pas, en fait, de protéger en fait, les industries naissantes. Hein. Vous avez affaire à des industries qui ont un siècle d'avance sur nous. Bon, donc, toute économie, vous avez des techniques, vous avez des procédures. Par exemple, je prends le cas des huileries. Pour moi, c'est très simple. Donc, vous avez nos importateurs et nos producteurs. C'est-à-dire, c'est d'accorder la priorité d'abord à la production nationale. Donc, s'ils n'arrivent pas à couvrir tout le marché, par exemple, s'il y a 20% à couvrir, que maintenant, on donne l'autorisation aux importateurs d'importer. En fait, c'est à l'État de donner, quand je suis gouvernement, je suis libre de te donner une autorisation d'importation, de ne pas donner, par rapport à mes objectifs. Donc, si pour tout pays normalement, pour le développement industriel, en fait, la stratégie, c'est de prévoir la production nationale par rapport à ce qui vient de l'étranger. Si vous voyez, à 90% de ce que nous mangeons vient de l'étranger. Ce n'est pas normal. C'est pas normal. Et si on ne protège pas ces huileries ou même... Qui créent des emplois. Qui créent des emplois. Or, l'importation ne crée pas des emplois, ni de la valeur ajoutée. Ça n'enrichit pas un pays. Un pays s'enrichit par l'industrialisation, surtout dans le domaine de l'agrobusiness. Et là, si on ne protège pas, ce serait la faillite, les compressions, etc., etc. Donc, il faut que l'État ait une vision en matière de création d'emplois et en fait, de politique, disons, économique d'ensemble. Donc, si on n'a pas ça, on va naviguer. Et vous voyez, il y a combien d'industries au Burkina par rapport aux autres pays. Donc, si vous ne produisez pas, vous ne pouvez pas vous enrichir et vous ne pouvez pas créer d'emplois. Ce n'est pas l'import-export qui crée des emplois. Ce sont les industriels. Et maintenant, c'est aussi simple que ça. Je pense qu'il ne devait même pas avoir de débat. La question, c'est de protéger. Il y a un marché qui est là. Il y a un marché qui est là. Il y a une offre qui est assez importante. La demande aussi, on n'arrive pas à satisfaire, c'est vrai, il y a un besoin au niveau par rapport à la demande. L'offre ne suffit pas. Mais c'est comment on fait justement, comment on se retrouve sur un marché où la demande est forte, l'offre n'est pas suffisante, mais il y a de la mévente. C'est un paradoxe. Non, parce qu'il y a une concurrence déloyale. Lorsque vous amenez l'huile importée, qui est moins chère que l'huile produite sur notre marché, en fait, ça veut dire que l'huile là-bas a bénéficié d'une protection, c'est-à-dire d'une subvention. Donc, ce qui fait qu'il peut y avoir mévente. Et donc, c'est pourquoi je dis qu'il faut avoir la préférence nationale, que ces importateurs-là payent, disons... Il faut dire sur les conditions d'importation. Oui, c'est clair. Il faut qu'il y ait des règles, que ces importateurs, au lieu de s'approvisionner sur le marché international, s'approvisionnent auprès de nos industries. Ainsi, le manque à gagner, par exemple, s'ils arrivent à couvrir par exemple 80% du marché, les 20% qui restent, qu'ils puissent se partager entre les importateurs et que l'État contrôle la qualité. Et lorsque ces produits-là viennent aussi, il ne faut pas que ces produits-là viennent en concurrencer de façon déloyale, voir le niveau de protection et puis maintenant les taxer pour qu'ils ne soient pas encore moins chers que nos produits. Donc voilà comment on peut sauver nos industries et puis maintenant consommer national. Si on ne fait pas ça, tous les pays le font. Donc il faut avoir une vision. Si on n'a pas de vision, on va tout perdre. Déjà les petites industries que nous avons. Le Burkina, il y a quoi? 500 grandes entreprises, 1500 PME. Bon, c'est tout. Le tissu industriel est très faible. Déjà que les usines ferment. Donc si on ne protège pas ces usines-là contre les fraudeurs, d'abord, vous avez la fraude, les importateurs. Vous avez des unités même qui fonctionnent de façon clandestine dans nos grandes villes. Voilà, donc depuis longtemps, les producteurs, que ce soit les huileries, que ce soit la Sosuco, qui est aussi un scandale.
Bon, donc, que le gouvernement, en fait, ferme les yeux là-dessus. Bon, donc, je dis c'est très grave. Dans un pays où il n'y a pas de politique en tant que telle, et chaque fois, c'est joué aux sapeurs-pompiers, bon, c'est pas bon. Il faut qu'on ait une bonne vision. C'est-à-dire, on veut développer tel secteur, on donne les objectifs aux huileries. Donc, dans 5 ou 6 ans, vous couvrez tout le marché en leur donnant les moyens. Par exemple. Ça veut dire qu'on permet à ces unités de se développer, de grandir pour couvrir la demande nationale. C'est ça la vision. C'est ça la vision. On vous dit, on vous aide maintenant à garantir le marché face aux importateurs et aux fraudeurs. Et maintenant, on vous donne des objectifs, mais en les appuyant. Avec maintenant pour pouvoir couvrir le sucre, on prend filière par filière. Et puis maintenant, là, on va arriver maintenant à un développement plus endogène. Aujourd'hui, même si vous augmentez les salaires, il n'y a pas d'effet sur l'économie. Parce que tout, on enrichit l'extérieur. C'est ça le problème. Or, l'effet d'augmentation des salaires doit jouer en fait sur notre économie. Et donc, créer des emplois. Tout part à l'étranger. Bon, donc, ça veut dire qu'en fait, dans notre pays, là, jusqu'à présent, on n'a pas de vision. Bon, on navigue à vue, donc c'est pas bon. Et la vision, ça serait justement pour vous permettre à ces unités de grandir et de pouvoir occuper tout le marché national, peut-être aussi à travers une politique fiscale qui leur permet justement de tenir, parce que là aussi c'est le gros souci pour nos unités, nos entreprises. Il y a une fiscalité qui est là, qui est lourde. Quand vous avez en plus les charges salariales, d'eau, d'électricité, après c'est difficile. Du coup, vous n'avez pas une grande marge de manœuvre par rapport au prix, ce qui fait qu'effectivement les produits importés qui deviennent encore moins chers et occupent plus de place. Bon, effectivement, bon, il y a plusieurs, il faut voir ça, le problème sur plusieurs angles. Hein. Bon, donc, l'aspect fondamental pour moi, quand on accompagne, c'est vrai, il y a la fiscalité, il y a des incitations, bon, et puis vous voyez, le système bancaire, je l'ai toujours dit, on n'a pas de banques, on a des usuriers. Tant qu'on ne verra pas l'État, lorsqu'on n'aura pas nos propres banques et notre propre monnaie, vous ne pouvez pas agir en fait sur les crédits moins chers. Il faut ça. Donc il faut avoir une politique monétaire qui puisse, disons, manager l'économie. Et l'autre aspect, c'est la formation. Il faut que dans chaque région, il y ait des centres de formation professionnels qui puissent accompagner l'industrialisation. Et là, on pourra avoir maintenant des coûts plus réduits. C'est vrai que le gouvernement aujourd'hui est dans cette dynamique de pôle, hein, de croissance en termes de vision aussi. C'est peut-être la solution. La Tunisie est un bel exemple. Mais justement, la Tunisie est un bel exemple dans la mesure où, par exemple, en Tunisie, l'Italie est à 80 km de la Tunisie, vous n'allez même pas avoir une boîte de tomates italiennes sur leur marché. Ce n'est pas possible. Ils consomment 100% tunisien. Et dans toutes les régions... Parce que l'offre aussi existe. Oui, non, parce qu'il faut stimuler. Lorsque vous donnez les moyens, lorsque vous avez la formation qui suit en amont, dans toutes les régions, formation professionnelle, lorsque chaque usine s'installe et qu'il y a la main-d'œuvre qualifiée. Et là, ça c'est très important. Vous allez voir que dans toutes les régions, disons, lorsque la main-d'œuvre qualifiée elle est plus rentable, vous êtes d'accord avec moi, la production augmente. Avec la recherche aussi, par filière, on peut avoir, par exemple, nos variétés d'orange, nos variétés de mangue, ainsi de suite, nos variétés de pastèques, ainsi de suite. Pour pouvoir lancer la production dans chaque région, spécialiser les gens dans certains, le sud-ouest, par exemple, des tubercules, ainsi de suite. Spécialiser les régions par la recherche et la formation, ainsi de suite. Donc vous allez voir que c'est par la formation qu'on peut booster la rentabilité. Lorsque la rentabilité est là, maintenant, tout devient moins cher. Et puis maintenant, bon, lorsque vous créez une filière, ce n'est pas 2 ou 3, par exemple, d'Afani. Bon, je peux avoir 20, 5 ou bien 30 usines de d'Afani, de jus, la tomate, ainsi de suite. Donc, si on part avec ces filières-là que l'État soutienne, avec des objectifs sur... couvrir l'ensemble du marché. Oui, avec des crédits et avec mettre à la disposition de ces unités-là la main-d'œuvre qualifiée, comme ça se passe en Chine, au Japon ou en Tunisie. Lorsqu'on arrive à ça, nous allons transformer même les campagnes. Et là, vous allez avoir un développement de l'agro-business
pour pouvoir couvrir en fait nos besoins, au moins tout ce que nous mangeons peut être produit localement. C'est ça. Donc pour vous, tout est question de vision, ce qu'on constate là. Lorsqu'il n'y a pas de vision, bon, j'ai toujours dit que dans nos pays, particulièrement au Burkina, on a vu, et c'est très dangereux. Vous voyez la pauvreté, la misère, on n'arrive même pas. Tous les produits qui sont sur le marché, vous voyez, c'est des produits douteux qui agissent sur la santé des gens, la mortalité, tu vois, l'espérance de vie qui est le plus bas au niveau de choses, même au niveau de la zone. Donc, il faut que nous puissions voir comment avoir carrément une autre vision. Vous pouvez se développer sans vision et sans mettre en place un État fort. C'est des conditions préalables de développement. Un État fort et la vision. Tant que vous n'avez pas ça, vous n'allez nulle part et on va naviguer à vue. Et éviter aussi les rapprochements entre les milieux politiques et le milieu des affaires, parce que quand on parle d'importation, c'est aussi ça le... Bon, c'est ce que je voulais dire quand je voulais parler de la fraude, c'est lié à la corruption, dans la mesure où il y a une collusion. Les plus grands hommes d'affaires, ce sont les hommes politiques. Donc, ce qui fait que... Et c'est eux qui ont bradé les usines après les fameuses politiques d'ajustement structurel. Et c'est ce qui est très dangereux. Donc une classe en fait, politique qui a l'origine en fait, de la paupérisation du pays. Il faut une déconnexion. Merci docteur d'être passé dans le 7 Info ce soir. On aura d'autres occasions de parler de ces questions d'unité locale, de protection des unités locales, parce que c'est une question récurrente, on le voit tous les jours, que ce soit avec la SN Sosuco ou les huileries, le problème reste entier. C'est comment faire pour permettre à ces unités locales de grandir, de s'épanouir et d'occuper le marché national et faire face à cette concurrence qui détruit des emplois, qui détruit nos unités. Merci encore une fois. Mesdames, Messieurs, ça sera tout pour cette info. Merci de nous avoir suivis. Excellent sur le programme, sur notre chaîne. Nouvelle semaine, excellente donc semaine à toutes et à tous. Bonsoir chez vous.